Jamais je n'aurais cru qu'un jour, je serais traitée comme une gêne dans la maison que j'avais aidé à bâtir de mes propres mains. Mais en ce lourd après-midi de jeudi, tout a basculé. Le portail a claqué, sans cérémonie. Le son métallique a résonné comme un avertissement. Je me suis approchée de la fenêtre du salon, le cœur déjà serré. La voiture de Raphaël s'est garée de travers dans l'allée. Il est sorti le premier, les yeux rivés au sol, les mains dans les poches. Viviane l'a suivi, impeccable, comme toujours. Rouge à lèvres carmin, cheveux tirés en un chignon parfait. Et avec eux, un homme en costume gris, expression neutre, une mallette en cuir à la main. Je ne l'avais jamais vu. J'ai ouvert la porte avant même qu'il ne sonne. Viviane a souri. Ce sourire doucereux et faux qu'elle réservait aux invités et aux photos de famille. « Madame Françoise, bonjour. Nous avons une visite importante. » L'homme s'est avancé. « Bonjour, madame. Je suis maître Olivier Lefebvre, l'avocat de la famille. Nous sommes ici pour une question relative au bien immobilier. » Bien immobilier. Le mot est resté suspendu dans l'air. Ma maison était devenue un bien immobilier. J'ai cherché le regard de Raphaël, espérant une explication. Il a détourné les yeux. Ses oreilles rougies trahissaient son malaise. « Entrez, je vous en prie », ai-je dit, avec la voix la plus ferme que j'ai pu trouver. Dans le salon, Viviane s'est assise comme si elle était déjà la maîtresse des lieux. Maître Lefebvre a ouvert sa mallette avec calme, en sortant des documents et un stylo doré. « Tout est ici, madame. Il suffit de signer. Je n'ai rien touché. J'ai seulement fixé la table. Les papiers, l'avocat, le regard fuyant de mon fils. C'est là que j'ai tout compris. Ce n'était pas une conversation. C'était un piège. Et là, devant cette table froide, j'ai réalisé, ils avaient déjà tout décidé pour moi. Ils avaient juste oublié un détail. J'étais encore en vie, et bien plus lucide qu'ils ne l'imaginaient. Si cette histoire vous captive déjà, imaginez les suivantes. Ici, chaque vidéo révèle des vérités cachées, des douleurs tues et des revirements que vous n'attendriez jamais. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Je m'appelle Françoise Girard. Mais presque personne ne m'appelle comme ça. Je suis Madame Françoise, de la rue d'à côté. Celle qui coude. Celle qui fait des crêpes quand il pleut. La veuve d'Henri. Et surtout, la mère de Raphaël. Je suis née et j'ai grandi près de Rouen, en Normandie. J'ai été élevée avec plus de rigueur que de tendresse, mais j'ai appris très tôt que ceux qui attendent la reconnaissance dans la vie attendent longtemps. J'ai épousé Henri à 21 ans, enceinte de Raphaël. Il était maçon et rêveur. J'étais pratique et silencieuse, mais on s'aimait. Pas de cet amour de cinéma, plein de fleurs et de déclarations. Notre amour, c'était pierre par pierre. Une étreinte au bon moment. Un « prends soin de toi » à la fin de la liste de courses. La maison où je vis a été le projet le plus ambitieux d'Henri. Nous avons acheté le terrain à crédit et commencé avec une seule pièce. On y dormait, on y cuisinait. Raphaël rampait entre les sacs de ciment et les pots de peinture. Henri disait que, lorsque la maison serait finie, plus personne ne nous en délogerait. Il est mort d'une crise cardiaque avant de voir la véranda terminée. Je me suis retrouvée avec un fils de 7 ans, une maison à moitié finie, un salaire de misère comme femme de ménage et une vieille machine à coudre héritée de ma mère. Je n'ai jamais rien demandé à personne. Je préférais passer pour une femme dure que pour une pauvre malheureuse. Raphaël a grandi en voyant tout ça. La nourriture n'a jamais manqué, mais il n'y a jamais eu beaucoup de surplus. Je me suis débrouillée. J'ai fait des gâteaux pour les vendre, j'ai raccommodé ses uniformes d'école, j'ai emporté ma gamelle dans le bus, j'ai appris à dire « tout va bien » même quand ce n'était pas le cas. Je lui ai appris le respect, je lui ai donné une éducation et tout le monde disait que j'étais une mère admirable. Mais personne ne me demandait ce que je ressentais. Et la vérité, c'est qu'au fond de moi, j'ai toujours eu peur. Peur de vieillir seule, de dépendre des autres, de devenir un fardeau pour ce même fils que j'avais élevé avec tant de soin. Peur d'être oubliée dans la maison que j'avais construite au prix de tant de sacrifices. J'ai tout camouflé avec des sourires et du silence. Quand Raphaël a eu son diplôme, j'ai pleuré en cachette. Quand il m'a annoncé qu'il allait se marier, j'ai souri, même si mon cœur se serrait. Je voulais qu'il soit heureux. Mais tout au fond, quelque chose en moi savait déjà. Viviane ne m'a jamais considérée comme une personne. Toujours comme une étape, un obstacle, quelque chose qu'elle devrait surmonter. Mais j'ai tenu bon. J'ai accepté, j'ai encaissé, je me suis tue.
Parce qu'une mère, ça fait ça, n'est-ce pas? Ça laisse de la place, ça ravale ses peines, ça encourage de loin. Jusqu'au jour où j'ai compris que ce « de loin », c'était là où il voulait me laisser pour toujours. Et c'est pour ça que maintenant, je ne me tairai plus. Je n'ai jamais été une femme aux grandes ambitions. Je n'ai jamais rêvé d'être riche, de voyager, de vivre dans un manoir. Mon rêve a toujours été modeste, mais bien trop précieux pour être partagé avec des gens qui ne savent pas ce que coûte de se lever à 5 heures du matin avec un mal de dos et de trouver quand même la force de continuer. Je voulais juste rester là, dans ma maison. La maison où j'ai allaité mon fils, où j'ai lavé son uniforme au savon de Marseille, où j'ai planté le lilas qui ne fleurit qu'au printemps. La maison qui a commencé avec une dalle de béton et un matelas par terre, et qui, avec le temps, est devenue mon univers. Certains trouvent que c'est peu, que vieillir dans la même maison est synonyme de stagnation. Pour moi, c'était synonyme de victoire. Mon désir était simple, être respecté, pas adulé, juste écouté, juste laissé en paix dans l'endroit que j'ai bâti avec ma sueur, mes larmes et mes coutures. Je rêvais du jour où Raphaël dirait « Maman, cette maison est à toi. Tu y mourras si tu le veux. » Mais cette phrase n'est jamais venue. D'autres sont venues, plus subtiles, plus blessantes. « Maman, Viviane pense que tu serais mieux dans un appartement avec ascenseur. Maman, tu as déjà pensé à tout vendre pour voyager? Maman, on veut ce qu'il y a de mieux pour toi. » Sauf que je n'ai jamais demandé le mieux. J'ai demandé ce qui était à moi. Et ce qui était à moi, c'était ce qu'il voulait m'enlever. Viviane a toujours parlé de l'avenir comme si j'étais le passé. Et Raphaël, qui avait toujours été un bon garçon, a commencé à répéter ces termes « patrimoine »,« mouvement de capitaux »,« gestion d'actifs ». Moi, qui voulais juste m'occuper de mes plantes et coudre mes torchons, j'étais devenu un actif mal géré. Ça faisait mal, pas d'un seul coup. C'était une douleur qui s'est installée peu à peu. Ça a commencé quand j'ai senti que mes visites devenaient gênantes. Quand Viviane disait « Oh, il est joli ce rideau, mais il a fait son temps, non ?» Ou quand elle me servait à manger comme si elle nourrissait un animal de compagnie. Toujours avec gentillesse, toujours de manière déguisée. Mais je le sentais. Et mon désir, autrefois si paisible, a commencé à brûler en moi. Ce n'était plus seulement l'envie de rester dans la maison, c'était le besoin de prouver que j'en avais le droit. Parce que, voyez-vous, quand une femme vieillit, elle ne perd pas la tête. Elle perd sa place. Et c'est ça qui me révolte le plus. Il ne voulait pas m'écouter. Il voulait me faire taire avec un contrat. J'ai commencé à remarquer des petites choses. La façon dont Viviane proposait de classer mes papiers. Comment elle demandait, avec un sourire en coin, « Vous avez déjà pensé à faire un inventaire préventif ?» Ou comment elle disait, en remuant sa tasse de thé, « De nos jours, maman, c'est très risqué de laisser des biens au nom de quelqu'un qui est déjà plus fatigué. » J'entendais tout, et je restais silencieuse. Mais à l'intérieur, le désir grandissait. Je ne voulais pas vendre la maison. Je ne voulais pas la quitter. Je voulais qu'ils sachent qu'elle n'était pas à eux. Elle était à moi. À Henri, au Raphaël enfant qui avait dessiné sur la porte du salon avec une craie grasse. Des nuits où je cousais jusqu'à avoir la colonne vertébrale bloquée. Des matins où je réchauffais le pain au four parce que nous n'avions pas de micro-ondes. Des anniversaires que j'ai passés seuls, mais avec la maison propre et une bougie sur le gâteau. Il voulait transformer ça en argent. Je voulais transformer ça en permanence. Ma plus grande peur était de tout perdre sans que personne ne réalise que pour moi, c'était tout. Et mon plus grand désir était de leur faire respecter le poids de ce que j'avais construit. Pas avec des cris, mais avec fermeté. Seulement, le désir d'une femme silencieuse, c'est comme une braise sur un tissu sec. Ça met du temps à prendre, mais quand ça prend, il n'y a pas de retour en arrière. Et cette semaine-là, après la 3e fois que Viviane m'a interrogée sur mon vieil acte de propriété, j'ai compris. Il n'arrêterait pas. Soit je défendais ce qui était à moi, soit il ferait de moi une visiteuse dans ma propre histoire. C'était un mardi ordinaire. Soleil pâle, vent tiède, le bruit de la voisine balayant les feuilles mortes devant son portail. J'étais dans la cuisine, coupant des morceaux de tissu pour un couvre-lit que je cousais depuis des mois. Ma routine était simple, paisible, jusqu'à ce que le téléphone fixe sonne. J'ai répondu avec le calme de celle qui sait qu'à cette heure-là, ce ne peut être que quelqu'un de la pharmacie ou de la banque proposant une carte de crédit. Mais ce n'était pas ça. « Madame Françoise Girard ? Ici Pascal.
du service du cadastre. Mon cœur s'est serré sur le champ. Monsieur Pascal était le plus ancien employé de la mairie. Il me connaissait depuis l'époque où j'y étais allée pour enregistrer l'acte de la maison avec Henri, encore main dans la main, rêvant en grand. « Tout va bien, monsieur Pascal ?»« C'est moi qui vous le demande, madame Françoise. Vous êtes malade ?» La question m'a prise de court. « Malade ?»« Non. Pourquoi ?»« Parce qu'une jeune femme est venue aujourd'hui. Elle s'est présentée comme votre mandataire. Elle a dit qu'elle devait consulter les registres de votre maison de toute urgence à cause de votre état de santé. Elle a parlé d'incapacité temporaire. Mes genoux ont fléchi. J'ai dû m'appuyer sur l'évier. Quelle femme? Grande, mince, élégante. Viviane. Je crois que c'était son nom. Viviane. Le malheur portait un nom et un prénom. Monsieur Pascal, je n'ai jamais donné de procuration à personne. Et je suis en parfaite santé. Je m'en doutais. C'est pour ça que j'ai décidé de vous appeler. Je ne lui ai rien laissé voir. Mais elle a insisté. Elle a dit qu'elle devait accélérer la vente de la maison parce que vous n'étiez plus en état de décider. Je l'ai remerciée, j'ai raccroché et je me suis assise à la table de la cuisine. Ma main tremblait. Ma respiration était haletante. Un instant, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Mais j'ai respiré profondément. J'ai regardé autour de moi. Le réfrigérateur avec ses vieux magnets, le rideau en dentelle, le fauteuil à bascule d'Henri appuyé contre le mur. Tout cela était menacé. Viviane était allée trop loin. Elle ne voulait pas discuter. Elle voulait prendre. Jusqu'à ce moment, je croyais encore que je pouvais tout régler par une conversation ferme, qu'il suffisait de montrer que je n'étais pas idiote, que j'étais attentive. Mais là, en entendant ce qu'elle avait fait, j'ai compris qu'elle ne me voyait pas comme la mère de Raphaël, ni comme sa belle-mère, ni comme une femme. Elle me voyait comme un obstacle. Cet après-midi-là, j'ai mis mes vêtements les plus sobres, attaché mes cheveux, chaussé les souliers plats que j'utilisais pour aller à la banque, et je suis allée au centre-ville. Première étape, le service du cadastre. J'ai parlé en personne avec monsieur Pascal. J'ai demandé qu'il ajoute une mention spéciale à mon dossier. Toute modification ou consultation ne pourrait se faire qu'en ma présence. Il a noté, signé et m'a remis une copie. Deuxième étape, la banque. J'ai parlé au directeur et demandé un code personnel pour les transactions financières, et j'ai bloqué toute opération par un tiers. Troisième étape, le cabinet de maître Alain Bernard, un avocat d'un certain âge, ami d'Henri, un homme sérieux. « Madame Françoise, racontez-moi tout depuis le début, m'a-t-il dit. J'ai tout raconté. Les questions déguisées de Viviane, les visites forcées, la tentative au cadastre, l'insistance pour voir mes papiers. » Maître Bernard a froncé les sourcils. Il a pris un stylo et a commencé à prendre des notes. Nous allons préparer une expertise de santé mentale avec un psychiatre, mettre à jour votre testament, faire une déclaration publique de votre volonté concernant la maison, et tout enregistrer officiellement. Tout cela est-il vraiment nécessaire? Si vous voulez protéger ce que vous avez construit, c'est plus que nécessaire. Viviane essaie de vous faire déclarer incapable. C'est grave. Mais nous avons les moyens de riposter. Je suis sortie du cabinet avec un dossier rempli de documents, un rendez-vous pour une évaluation médicale, des conseils juridiques et un nœud dans la gorge, un nœud d'indignation. Ils me tendaient un guet-apens. Mais ils avaient oublié qu'une femme de 60 ans n'est pas fragile. Elle est expérimentée, elle est entraînée, elle est forgée dans la douleur. Ce soir-là, Raphaël est passé me voir. Il était étrange. Il évitait mon regard. Il parlait lentement. Il n'a pas demandé comment j'allais, ni où en était mon couvre-lit, ni quel temps il faisait. Il a demandé des nouvelles de la maison. « Maman, tu n'as jamais pensé à déménager dans un endroit plus petit ?» J'ai senti le sang me monter à la tête. « Plus petit ? Oui, plus sûr, plus facile à entretenir. Viviane connaît un endroit formidable. Elle a même déjà vu des appartements avec un gardien. Et tu penses que je devrais partir d'ici ?» Il a hésité. « C'est juste une idée. On s'inquiète pour toi. » Je l'ai regardé. Le petit garçon que j'avais porté dans mes bras, qui avait eu de la fièvre et pour qui j'avais veillé toute la nuit, qui était tombé et avait pleuré sur mon épaule. Maintenant, il répétait les mots de la femme qui voulait m'arracher à ma terre. Je n'ai pas discuté. J'ai seulement dit « je vais y réfléchir ». Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée à fixer le plafond, écoutant le bruit des voitures qui passaient au loin. Et j'ai pensé « c'est le moment. C'est eux qui ont commencé la partie. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. » Le ciel était couvert. Un de ces jours
où l'air reste emprisonné dans la poitrine et où le vent ne souffle pas. Je savais qu'il allait pleuvoir. Je savais aussi que quelque chose de mauvais était sur le point de s'abattre sur la maison. J'avais préparé le café, comme d'habitude. J'avais mis la cafetière sur le feu, dressé la table avec les tasses en porcelaine, celles que je n'utilise que lorsque je veux montrer que je maîtrise la situation. Je n'avais peut-être pas grand-chose, mais la dignité, elle, n'a jamais été jetable. On a sonné à 3 heures de l'après-midi, pile. Raphaël est entré le premier, la tête basse, les mains dans les poches, la chemise froissée. Juste derrière, Viviane, avec sa démarche précise, son sac en cuir hors de prix et un sourire si acéré qu'il aurait pu fendre le verre. Et en dernier, un homme que je n'avais jamais vu. Costume gris clair, cheveux gominés, expression neutre, il portait une mallette en cuir sombre qui paraissait trop lourde pour le calme avec lequel il la tenait. « Bonjour, Madame Françoise », dit Viviane de sa voix mielleuse. « Nous avons amené Maître Olivier Lefebvre. Il va nous aider avec la partie administrative. » « M'aider pourquoi exactement ? La partie administrative ?» ai-je demandé, sachant déjà que ce n'était pas bon signe. « Rien de grave, maman », a répondu Raphaël, presque en chuchotant. « Une simple formalité. Maître Lefebvre m'a tendu la main, bien trop poliment. Je suis simplement venu faciliter une procédure de réorganisation patrimoniale. Votre fils et votre belle-fille s'inquiètent pour votre sécurité dans cette maison si grande et pensent qu'il serait prudent d'envisager des alternatives. Alternatives. Mon foyer était devenu une question de choix. Ma vie était devenue une formalité à faciliter. « Entrez », ai-je dit en ouvrant la porte d'un geste ferme. « Prenons un café avant de régler quelque procédure que ce soit. » Ils se sont installés dans le salon. Viviane a croisé les jambes et a ajusté sa jupe comme si elle passait un entretien. Raphaël s'est assis au bord du canapé, recroquevillé. Maître Lefebvre a ouvert sa mallette et a commencé à disposer des papiers sur la table basse comme s'il était chez lui. « Madame Françoise, nous savons que vous êtes en pleine forme, » a-t-il commencé, avec ce ton de vendeur déguisé en expert. Mais la prudence n'est jamais de trop. Viviane a trouvé un appartement formidable. Petit, avec ascenseur, près d'un hôpital. Plus adapté, vous comprenez ? Adapté pour qui ? Ai-je demandé calmement. Il a ignoré ma question. Il a continué. Voici la proposition de vente de la maison. Tout est déjà enclenché, y compris l'estimation du bien. Il ne manque que votre signature. Signature. Comme si c'était un simple gribouillage sur un morceau de papier. Comme si 25 ans d'efforts pouvaient être liquidés d'un coup de stylo. Viviane s'est penchée en avant. Il vous restera une belle somme, Madame Françoise. Vous pourrez vivre avec beaucoup plus de confort. Sans souci. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour vous. Nous. Drôle. Je ne m'étais jamais sentie aussi seule au milieu de tant de monde. J'ai regardé Raphaël. Il ne me regardait pas. Il jouait avec la fermeture éclair de sa veste. Ses mains étaient moites. Ses oreilles, rouges, comme chaque fois qu'il mentait. « Raphaël » ai-je appelé à voix basse. « Tu trouves ça juste ?» Il a hésité. Il a soupiré. « Maman, tu vis seule ici. C'est très grand. C'est dangereux. On veut juste t'aider. » « M'aider ? En voulant m'arracher à l'endroit que ton père a construit de ses propres mains ?» Un silence de plomb est tombé. Viviane a souri, gênée. Maître Lefebvre s'est raclé la gorge et a poussé un des papiers vers moi. « Voici l'acte de cession. Il est déjà rempli. Vous n'avez qu'à signer ici, ici et ici. » J'ai regardé les endroits qu'il indiquait. Mes yeux se sont fixés sur le nom imprimé sur le document. « Cession totale du bien immobilier 6A à Raphaël Girard et Viviane Dubois Girard. Pas de société, pas d'intermédiaire. La maison allait directement à leur nom. « C'est donc ça ?» ai-je dit. « Vous n'avez même pas pris la peine de le cacher. » Maître Lefebvre a tenté de garder contenance. « Ce n'est qu'une formalité. En famille, c'est plus simple ainsi. Ensuite, nous vendrons plus rapidement. » Viviane a touché le bras de son mari. « C'est pour le bien de tous, Raphaël. » Mais lui, il était pétrifié. Là, au milieu du salon où il avait appris à marcher, où il jouait à se cacher derrière le rideau, où son père mettait de la musique pour le faire danser. Maintenant, il se cachait derrière le silence. Je me suis levée lentement. Le bruit de ma chaise raclant le sol a fendu l'air. Je me suis dirigée vers le petit buffet dans le coin du salon où je garde la photo d'Henri. J'ai pris le cadre. Je suis revenue à la table. « Vous savez qui c'est ? Lui ?» Viviane s'est agitée sur sa chaise, impatiente. Maître Lefebvre a évité de regarder. «
C'est l'homme qui a bâti cette maison avec des callosités aux mains, qui est mort avant de voir la véranda finie, qui m'a demandé sur son lit d'hôpital de ne jamais vendre cette maison. C'est notre terre, Françoise, il m'a dit. J'ai posé le cadre sur les papiers. Et maintenant, vous m'amenez un inconnu avec un contrat tout prêt en pensant que je vais céder comme ça? Maître Lefebvre a tenté de dissimuler son embarras, mais ses mains n'étaient plus aussi fermes. Je comprends l'émotion, madame, mais tout ici est conforme à la loi. Il suffit que vous ayez confiance. Confiance, un bien joli mot. Difficile à utiliser quand on essaie de vous expulser de votre propre histoire. Je me suis rassise. J'ai regardé Viviane dans les yeux. Elle n'a pas scié. Vous ne voulez pas m'aider. Vous voulez m'effacer. Silence. Dans ce salon, entre une odeur de café et de papier imprimé, j'ai été traitée comme un poids, comme un problème. Et là, j'ai été humiliée. Pas par des cris, mais par la froideur, par des documents, par des sourires forcés, par l'absence d'une voix que j'attendais, celle de mon fils. Raphaël n'a rien dit, et son rien a fait plus mal que tout. Après leur départ, la maison est restée silencieuse. Un silence épais, amer, qui semblait collé au mur. Le genre de silence qui n'apparaît qu'après que quelque chose s'est brisé à l'intérieur. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée assise dans le fauteuil un long moment, les mains sur les genoux, le regard perdu sur la porte fermée. C'était comme si mon corps était là, mais que le reste de moi s'était caché dans un coin sombre de mon âme. Ma tasse de café était encore sur la table, intacte, froide, peut-être comme moi. Ou pire, peut-être comme Raphaël me voyait désormais. Je me suis levée lentement. Chaque pas semblait peser une tonne. Je suis allée dans la chambre, j'ai enlevé mes chaussures, je me suis assise sur le lit et je me suis regardée dans le miroir de l'armoire. Elle était là, la femme qu'ils avaient tenté de faire déclarer incapable. La femme qui, quelques secondes plus tôt, était traitée comme un fardeau, comme un obstacle, comme une pièce usée d'un jeu d'héritage anticipé. Je me suis observée attentivement. Des rides au coin des yeux, des cernes profonds, quelques cheveux blancs s'échappant du chignon mal fait. Mais les yeux, les yeux étaient encore vivants, fermes, défiants. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais, c'était de la colère. Une colère chaude, vibrante, qui me lançait à l'intérieur comme un avertissement. Une indignation si profonde qu'elle frisait l'insupportable. Cette maison, c'était ma vie. Et ils avaient essayé de me l'arracher avec un contrat et un stylo doré. Je me suis levée, j'ai ouvert le tiroir de la table de chevet et j'ai sorti le dossier que j'organisais depuis des semaines, depuis l'appel de M. Pascal. À l'intérieur se trouvaient les relevés bancaires, les quittances de paiement de la maison, la copie de l'acte de propriété, ma carte d'identité, mon numéro de sécurité sociale, mon livret de famille. Tout était là, tout à mon nom. J'ai aussi pris la feuille que Maître Bernard m'avait donnée, la déclaration signée par un psychiatre attestant de ma pleine santé mentale. J'ai lu à voix haute « Françoise Girard présente de pleines capacités cognitives et émotionnelles pour prendre des décisions d'ordre légal et patrimonial. Pleine capacité. Et oui, Viviane. Et oui, Raphaël, vous vous en êtes pris à la mauvaise personne. » Je suis redescendue au salon. J'ai commencé à ramasser les papiers que Maître Lefebvre avait laissés éparpillés sur la table. Il était là, l'acte de cession, leurs 2 numéros de sécurité sociale, le prix de la maison déjà inscrit, et le plus ironique, ils avaient même déjà pris rendez-vous chez le notaire. Comme si ma signature n'était qu'un détail, comme si je n'étais qu'une étape administrative dans un plan déjà bouclé. J'ai respiré profondément. La colère, elle était toujours là, mais elle a commencé à se transformer. En concentration, en force. Je suis allée au buffet de la cuisine et j'ai pris un vieux carnet de recettes qui traînait dans le tiroir du bas. Je l'ai ouvert à la dernière page blanche et j'ai commencé à écrire. D'abord, une ligne droite en haut de la page, tout ce qu'ils m'ont fait. Puis, point par point, j'ai commencé à noter « tentative d'accès illégal au cadastre »,« fausse allégation d'incapacité »,« intention dissimulée de mise sous tutelle »,« démarche forcée avec un avocat inconnu »,« document de cession sans mon consentement »,« tentative de persuasion sous pression émotionnelle »,« silence et omission de mon propre fils ». Chaque mot écrit était un soulagement. Chaque phrase, un morceau de ma dignité que je recollais. Non, je ne quitterai pas cette maison. Il ne m'enfermerait pas dans un appartement froid et petit comme on entrepose un vieux meuble dans un garde-meuble.
Et plus important encore, je n'allais pas seulement résister, j'allais riposter. Cette nuit-là, j'ai appelé Maître Bernard. Je lui ai raconté ce qui s'était passé. Tout. Chaque mot, chaque regard, chaque détail de la rencontre. Ils avancent vite, m'a-t-il dit de sa voix calme, mais ferme. Nous allons accélérer de notre côté aussi. Je vais personnellement au tribunal demain. Et pour Viviane? Elle a déjà une photocopie de ma carte d'identité. Elle a déjà essayé de se faire passer pour ma mandataire. Nous allons déposer une plainte et demander une mesure conservatoire. Vous n'êtes pas seul. Ces mots m'ont apaisé, mais pas assez pour dormir. J'ai passé la nuit blanche. J'ai fouillé dans de vieilles boîtes. J'ai repris la photo d'Henri. Je me suis assise sur la véranda, le cadre sur les genoux. « Tu as vu, n'est-ce pas, Henri ?» ai-je dit à voix basse. « Ils veulent effacer notre histoire. » La lune était pleine, se reflétant sur le sol humide du jardin. Et là, entre la lumière argentée et l'odeur de la terre mouillée, j'ai pris une décision définitive. S'ils voulaient ma maison, ils allaient devoir se battre contre moi et perdre. Le lendemain matin, je n'ai pas préparé de café. Je n'ai pas arrosé les plantes. Je n'ai pas allumé la télévision. Je me suis juste habillée. Des vêtements simples, mais bien repassés. Un chemisier blanc à manches longues, un pantalon en toile, les cheveux attachés en un chignon strict. J'ai pris mon sac en cuir usé, le même qui m'avait accompagné dans toutes les luttes de ma vie, et le dossier qui était devenu mon bouclier. Avant de sortir, j'ai regardé toute la maison, chaque recoin, chaque souvenir, chaque marque sur le mur qui racontait une partie de notre histoire. Je suis allée au cabinet de maître Alain Bernard sans prévenir. Il m'attendait. « Madame Françoise, le psychiatre a envoyé l'expertise définitive. Tout est en ordre. » Il m'en a tendu une copie. J'ai lu chaque ligne attentivement. Patiente lucide, avec une mémoire active, un discernement préservé, une pleine capacité de jugement et de prise de décision. « Parfait, » ai-je répondu. « Maintenant, je veux tout faire enregistrer. Je veux me blinder. » Maître Bernard a acquiescé. J'ai déjà préparé 3 documents. Premièrement, une déclaration formelle enregistrée chez le notaire, affirmant que vous ne souhaitez vendre le bien sous aucun prétexte. Deuxièmement, une ordonnance de référé empêchant toute tentative de changement de propriétaire sans votre présence physique et votre signature devant 2 témoins. Troisièmement, la partie qui risque de choquer le plus. Quelle partie? Votre fils et votre belle-fille ont déjà tenté d'ouvrir une procédure de mise sous tutelle. En silence. C'est à l'état d'ébauche dans le système du tribunal. Une demande préliminaire basée sur des récits d'oubli et de confusion mentale. Ma main a tremblé, mais pas ma voix. C'était donc ça. Mais nous avons déjà bloqué la procédure. J'ai contacté un juge de mes amis. La demande a été rejetée avant même d'être examinée. Mais maintenant, nous avons la preuve de leur intention. Les preuves étaient là. Impression d'email, protocole du cadastre, enregistrement de la conversation de M. Pascal avec Viviane, copie de la fausse carte d'identité avec mon nom et ma photo, utilisée par elle pour tenter d'obtenir un duplicata de mes papiers. Je feuilletais ces pages comme on retourne un coffre de trahison. La vérité était là, et avec elle, ma force qui revenait. « Nous déposons une plainte ?» ai-je demandé. « Aujourd'hui même. » Sur la base de ces documents, il s'agit d'une tentative d'escroquerie, de faux et usage de faux, et de tentative de fraude documentaire. J'ai tout signé d'une main ferme. Chaque signature était comme une riposte. Chaque paraphe, une partie de mon histoire reconquise de force. En sortant du cabinet, j'ai croisé une jeune femme d'une 20aine d'années. Elle m'a regardé et m'a souri. Ce sourire de celle qui voit une dame âgée et imagine la douceur, la fragilité, le foyer. J'ai rendu le sourire. Mais à l'intérieur, j'étais une forteresse. Je suis allée chez le notaire, j'ai fait enregistrer les déclarations, puis au commissariat de police. Le commissaire a écouté mon récit avec attention. Il a tout consigné, a recueilli des copies des documents, a programmé l'ouverture de l'enquête. Vous avez du courage, Madame Françoise. Peu de gens réagissent. Ce n'est pas du courage, commissaire. C'est l'instinct de survie. Je suis rentrée chez moi en fin d'après-midi. Je me suis assise sur la véranda avec mon carnet de recettes et j'ai réécrit une liste. Cette fois, le titre était différent. Tout ce que je contrôle encore. Et j'ai commencé ma maison, ma lucidité, ma voix, mon histoire, ma dignité. On a sonné à 7 heures du soir. C'était Raphaël, sans Viviane. « Maman, je peux entrer ?»« Tu peux ?» Il s'est assis sur le canapé, visiblement mal à l'aise. Je voulais savoir comment tu vas. »
Hier, on est parti un peu confus. Je vais bien. Je suis resté debout, à côté du fauteuil. Je n'ai pas offert de café. Je n'ai pas engagé la conversation. J'ai attendu. Viviane s'est inquiétée. Elle a cru que tu t'étais fâché. Fâché? J'ai failli rire. Et toi, Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé? Il a baissé les yeux. J'ai pensé que, peut-être on avait exagéré, mais c'était juste pour faciliter les choses. Raphaël, l'ai-je coupé? Savais-tu qu'elle avait tenté de me faire mettre sous tutelle? Il a levé les yeux, effrayé. Quoi? Savais-tu qu'elle avait tenté de consulter le cadastre en se faisant passer pour ma mandataire? Savais-tu qu'elle avait tenté de falsifier un document avec mon nom? Il a secoué la tête, abasourdi. Non, ça, non. Elle a juste parlé de la vente, d'une manière rationnelle. Rationnelle? Je suis allée vers le buffet, j'ai pris mon dossier, je me suis assise sur le canapé en face de lui et je l'ai ouvert. Voici les documents, l'expertise médicale, les déclarations enregistrées et le dépôt de plainte. Il a pris les feuilles, une par une. Son visage a changé de couleur, de la confusion au choc, du choc à la peur. Maman, je ne savais pas ça. Mais tu savais qu'elle voulait me faire partir d'ici. Et tu n'as rien fait. Il n'a pas répondu. Et son silence, c'était tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je me suis levée. Maintenant, Raphaël, tu feras ce que tu veux de cette information. Mais demain, je vous veux de nouveau ici. Tous les deux. On va régler ça. Dans ma maison. À ma façon. Il a acquiescé, toujours sans voix. Et il est parti. Cette nuit-là, j'ai dormi. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi. Parce que maintenant, j'avais les bonnes armes. Et demain, ils allaient savoir qui était Françoise Girard. Combien de fois vous êtes-vous tue pour préserver la paix? Si cette histoire vous touche, montrez que je ne suis pas la seule. Laissez un like et commentez ici. Peut-être que ce que vous ressentez en silence, quelqu'un d'autre ici le ressent aussi. Parlons-en. Ensemble. Le lendemain, je me suis réveillée avant le lever du soleil. J'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison. J'ai laissé l'air entrer, même s'il était frais. Je voulais que la maison respire avec moi. Je voulais que chaque mur sente ce que je sentais, que ce jour n'était pas un jour ordinaire. J'ai mis la table du petit déjeuner avec calme. Pain frais, cake au citron, café filtre, lait chaud. Rien d'extraordinaire, mais fait avec fermeté. La même fermeté avec laquelle j'avais décidé. Ce matin marquerait la fin de la mascarade. À 9 heures précises, la sonnette a retenti. J'ai regardé l'horloge. La ponctualité de ceux qui croient encore avoir le contrôle. J'ai ouvert la porte et ils étaient là, tous les deux. Viviane, avec sa robe moulante, ses talons fins, son maquillage parfait et ce sourire maîtrisé qui ressemblait plus à un masque. Raphaël, avec la même expression de garçon perdu. Le regard bas, les mains dans les poches. « Bonjour, Madame Françoise », a-t-elle dit, comme si de rien n'était. « J'espère que vous vous sentez mieux. Hier, vous étiez si nerveuse. »« Entrez », ai-je répondu, sèchement. Ils se sont installés dans le salon. La table était déjà mise. « Quelle belle table, maman !» a commenté Raphaël, essayant de paraître naturel. « En effet, ai-je répondu, la table de la maîtresse de maison. Parce que c'est encore moi qui commande ici. » Viviane a souri, d'un air forcé. « Nous le savons, Madame Françoise. Notre intention n'a jamais été de... » J'ai levé la main. « Inutile de vous justifier. Allons droit au but. Je suis allée vers le buffet, j'ai pris le même dossier que la veille et je l'ai posé sur la table. Je l'ai ouvert lentement. Un par un, j'ai commencé à sortir les documents. Voici l'expertise du psychiatre, attestant de mes capacités mentales. Viviane a écarquillé les yeux, mais elle était restée silencieuse. Ici, les copies des actes enregistrés chez le notaire. Des déclarations formelles indiquant que je n'autorise ni vente, ni cession, ni aucun mouvement concernant cette maison sans ma présence physique et la signature de 2 témoins. Elle a tenté de m'interrompre. « Madame Françoise, vous poussez les choses trop loin. »« Trop loin ?» ai-je coupé. « Alors regardez ça. J'ai sorti le dépôt de plainte, je l'ai placé devant eux deux. Puis, l'impression du protocole du cadastre. Et enfin, la copie de la fausse carte d'identité que Viviane avait tenté d'utiliser. Ça, c'est la tentative de fraude en votre nom, ai-je complété, d'une voix ferme. Raphaël a pris le papier. Il a lu. Il a blêmi. Viviane, qu'est-ce que c'est que ça? Elle a tenté de rire. C'est un malentendu.
Quelqu'un a dû faire ça en mon nom. Quelqu'un, ai-je interrompu. Monsieur Pascal, du cadastre, a enregistré la conversation. Tu t'es présenté comme ma mandataire. Tu as dit que j'étais malade. Tu as tenté d'accéder à mon dossier. Et ensuite, tu es venu ici, avec un avocat de pacotille, en pensant que j'allais signer ma propre condamnation. Elle est devenue écarlate. Elle a regardé Raphaël, cherchant son soutien. « Chérie, dis quelque chose. » Il était sous le choc. Il semblait enfin se réveiller d'une longue transe. « Tu as essayé de faire mettre ma mère sous tutelle ?» Elle a hésité. Sa voix est sortie, chancelante. C'était pour le mieux. Tu ne vois pas? Elle est seule dans cette immense maison. On pouvait transformer ça en quelque chose de plus grand, de mieux. Je réglais le problème pour nous. Pour nous ou pour toi? Viviane s'est levée. Tu me juges, Raphaël, après tout ce que j'ai fait pour cette famille? Quelle famille? Ai-je rétorqué. Tu ne m'as jamais regardé dans les yeux sans arrière-pensée, depuis le premier jour. Évaluant les meubles, posant des questions sur les papiers, sondant mon passé comme on fait une étude de marché. Elle a respiré profondément, mais son assurance commençait à se fissurer. « Vous savez quoi ?» a-t-elle dit, avec une colère mal déguisée. « Vous êtes des ingrats. Cette maison vaut une fortune. Elle est dans un quartier prisé. C'était du gâchis de laisser tout ça à l'abandon pour un simple attachement sentimental. Du gâchis, ai-je répété. Ceci, c'est ma vie, mon histoire, ma terre. Et vous vouliez m'en arracher comme si j'étais un vieux tapis. » Raphaël a mis son visage dans ses mains. Il est resté là, assis, silencieux. Viviane était debout, arpentant la pièce, comme une bête en cage. « Ça va vous coûter cher, Madame Françoise », a-t-elle lâché finalement. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » « Si, je le sais. J'ai affaire à quelqu'un qui a essayé de me détruire avec de la douceur, mais qui a oublié de vérifier les fondations de la maison. Elles sont plus solides qu'il n'y paraît. Je me suis dirigée vers la porte. « Vous pouvez partir maintenant. » Viviane s'est approchée de Raphaël, lui a pris la main. « Viens, Raphaël. Cette maison ne vaut pas notre mariage. » Il a retiré sa main. « Non, ne t'inquiète pas. Je pars. Toi, tu restes. » Elle s'est figée. « Quoi ? Sors de chez moi, Viviane. Chez toi, la maison de ma mère. Et tu as essayé de la lui prendre. Ça, je ne pourrai jamais le pardonner. » Viviane est restée paralysée une seconde. Puis, elle est sortie comme elle était entrée. Ses talons hauts claquant sur le sol, sa colère masquée par un parfum de luxe. Quand elle a franchi la porte, je l'ai refermée calmement. Je suis retournée dans le salon. Raphaël était là, assis, les yeux remplis de larmes. « Maman, tu me pardonnes ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « Ce pardon, il va falloir le mériter. » Il a acquiescé. Et moi, j'ai enfin respiré en paix. Parce qu'à cet instant, pour la première fois, j'avais gagné sans élever la voix. Le silence dans la maison cet après-midi-là n'était pas le même qu'avant. Ce n'était plus le silence de celle qui a été blessée. C'était le silence de celle qui a vaincu. Je suis restée quelques minutes seule dans le salon, à regarder la porte par où Viviane était sortie. Chacun de ses pas résonnait en moi comme une confirmation. Il ne s'agissait plus seulement de la maison. Il s'agissait de moi, de ce que j'avais accepté en silence pendant trop longtemps, de la mesure dans laquelle j'avais laissé ma douceur être confondue avec de la faiblesse, simplement parce que j'avais appris à parler bas. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé Raphaël, toujours assis sur le canapé, sans dire un mot. Il ne pleurait plus, mais ses yeux étaient rouges, profonds. Il semblait regarder à l'intérieur de lui-même, cherchant l'endroit où tout avait déraillé. « J'aurais dû m'en rendre compte, » dit-il doucement. « J'ai vu les signes. Je n'ai simplement pas voulu les voir. Je me suis approchée lentement, je me suis assise dans le fauteuil en face de lui. Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. La douleur était encore là, trop vive pour être apaisée par de l'affection. Tu as fait confiance à celui qui parlait le plus fort, Raphaël. J'aurais dû te faire confiance à toi. » Cette phrase m'a fait plus mal que n'importe quelle autre, parce qu'elle était vraie. J'ai passé la main sur l'accoudoir du fauteuil, sentant le tissu usé. C'était mon trône. C'est là que j'avais cousu l'espoir, nuit après nuit, quand la vie semblait trop difficile pour continuer. C'est là que j'avais fait tomber la fièvre de Raphaël avec des linges humides et des prières. C'est là que j'avais regardé le temps passer, mais sans jamais me laisser vieillir à l'intérieur. Tu sais ce qui m'a fait le plus de mal, mon fils ? Ai-je demandé d'une voix ferme. Ce n'est pas Viviane. Des gens comme elle, on en croise tous les jours. Mais toi,
Tu es ce que j'ai de plus précieux. Et pourtant, tu es resté silencieux quand j'avais le plus besoin d'un mot de ta part. » Il a baissé la tête, honteux. Je pensais te protéger. Me protéger de quoi? De ma propre histoire? Je me suis levé du fauteuil, je suis allé vers le buffet et j'ai pris une vieille boîte en bois. Je suis revenu avec, les poser sur la table. Tu sais ce qu'il y a là-dedans? Il a secoué la tête. J'ai ouvert la boîte. Il y avait les factures payées de la construction de la maison, les reçus du maçon, une serviette en papier avec le plan dessiné à la main par Henri, la première facture d'électricité, le mot de bienvenue du voisin quand nous avons emménagé. Des papiers jaunis, certains déchirés, d'autres presque effacés. Voilà ma maison, Raphaël. Ce ne sont pas des briques. Ce n'est pas un acte de propriété. C'est ça, cette histoire, cette sueur, ce sacrifice. Il s'est approché et a pris un papier avec précaution. C'était un de ses dessins, fait à l'âge de 5 ans, au crayon de couleur. Une maison avec une fleur devant et 3 personnages dessinés en bâton. « Je m'en souviens », a-t-il murmuré. « Tu l'as gardé ? » Je l'ai gardé, parce que chaque morceau de cette maison est un morceau de moi. J'ai refermé la boîte et l'ai serrée contre ma poitrine. Je l'ai regardé dans les yeux. Et si un jour tu as pensé que tu pouvais m'arracher d'ici, c'est que tu ne me connais pas vraiment. Il a dégluti. Il n'a pas répondu. Et pour la première fois, j'ai vu sur son visage quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Du respect. Ce soir-là, je me suis assise sur la véranda, une couverture sur les épaules et l'odeur des roses montant du jardin. Les mêmes roses que j'avais plantées avec Henri notre première année ici. Les mêmes dont Viviane disait qu'elles donnaient trop de travail. Je regardais le ciel et je pensais, combien de femmes comme moi vivent cela en ce moment? Combien sont poussées hors de chez elles avec de faux sourires et de belles paroles? Je n'avais pas de diplôme. Je n'ai jamais travaillé dans un bureau chic. Je n'ai jamais pris l'avion. Mais ce soir-là, je me sentais la femme la mieux préparée au monde, parce que j'ai survécu. Et plus que ça, j'ai empêché qu'on m'efface. Les jours suivants, Raphaël est revenu. Seul, il a apporté des fleurs, a essayé de réparer la porte de derrière qui grinçait, a proposé son aide pour les courses. Je n'ai pas refusé. Mais je n'ai pas non plus facilité les choses. Il faudra plus que des marguerites pour regagner ma confiance, mon fils. Je sais, maman. Je veux juste recommencer à zéro. Pour de vrai. Je l'ai laissé faire, peu à peu, comme quelqu'un qui réapprend à marcher sur un sol qui s'est fissuré. La semaine suivante, j'ai reçu un appel du commissariat. Madame Françoise, Viviane a été convoquée pour être entendue. L'affaire est transmise au procureur de la République. Les preuves sont accablantes. Merci, commissaire, ai-je répondu sans me presser. Je veux seulement que justice soit faite. Elle le sera. Et de plus, la tentative de fraude patrimoniale avec usage de faux documents peut mener en prison. Vous avez été très avisé de tout consigner. J'ai raccroché et je me suis rassise dans mon fauteuil. Cette fois, avec un sentiment différent. Je n'étais plus seulement Françoise Girard, veuve d'Henri. J'étais une femme qui avait reconstruit sa propre autorité, qui avait défendu ce qui lui appartenait, qui avait montré que la maturité n'est pas synonyme de faiblesse. La semaine d'après, je suis allée chez le notaire, seule. J'ai déposé les derniers documents. J'ai mis à jour mon titre de propriété. J'ai ajouté des clauses de protection. Et plus important encore, j'ai inclus une lettre personnelle, enregistrée et jointe au testament. Dans la lettre, je disais « Cette maison appartient à mon histoire, et personne, aussi bien intentionné qu'il puisse paraître, n'a le droit de prendre ce qui a été construit avec de la douleur, de l'amour et des sacrifices. Si un jour, ils essaient de nouveau, qu'ils trouvent cette lettre. Car je serai peut-être partie, mais ma voix continuera de résonner ici. » Je suis sortie de l'étude notariale la tête haute, d'un pas ferme, avec la certitude que, finalement, je ne devais plus rien à personne, ni explication, ni pardon, ni silence. Sur le trottoir, le soleil tapait faiblement, filtré par les nuages. Le monde continuait sa course. Des gens allaient et venaient. Et moi, je continuais aussi. Mais désormais, maîtresse de ma propre histoire. Après ma déclaration chez le notaire, la maison semblait respirer différemment. Ce n'était plus seulement un abri, c'était un symbole, un lieu où l'histoire s'ancrait. Alors que je m'occupais du jardin, arrosant les plantes ravivées, j'ai entendu des rires étouffés de l'autre côté de la haie. C'étaient les voisins qui commentaient. « Vous avez vu Madame Françoise », disait Madame Rosa. «
belle, humble et forte. Elle a défendu chaque centimètre de cette maison. Qui l'eût cru, hein? Cette maison allait disparaître, et elle est devenue une source de fierté. J'ai entendu d'autres choses. Une jeune femme qui avait travaillé avec moi dans la couture est venue, m'a prise dans ses bras. Je suis venue parce que je voulais vous remercier. Vous avez été mon modèle. Vous avez montré qu'il n'y a pas de petite victoire. Vous féliciter et peu dire. Vous êtes mon inspiration. J'ai souri. J'ai remercié, mais j'ai senti mon cœur se serrer. Il était difficile de retenir mon émotion. Je n'ai jamais voulu être la protagoniste de quoi que ce soit. Je voulais juste vivre en paix dans mon coin. Mais soudain, j'étais au centre de quelque chose de plus grand. Raphaël a recommencé à passer les week-ends avec moi. Il se levait tôt, apportait du pain frais, passait l'aspirateur sur le tapis du salon et essayait de discuter. Nous parlions des plantes, des factures, même de ses problèmes au travail. Rien de lourd, un pas à la fois. « Maman, je peux t'appeler la diva de la maison ?» a-t-il plaisanté un jour en retournant le tapis que le chien avait sali. « Tout ce que je ferai ici portera ta marque. » J'ai ri. Il est resté sérieux. « Je veux que les gens voient que cette maison est à toi et que toutes les femmes ne sont pas fragiles. » Mon cœur s'est serré. C'était le tournant complet. Mon fils, apprenant que le respect se gagne et ne se dit pas en phrases creuses. Les semaines suivantes, j'ai reçu une lettre du parquet. La tentative de mise sous tutelle avait été classée sans suite. Viviane a été mise en examen pour escroquerie, usage de faux et fraude patrimoniale. 3 chefs d'accusation. Cela m'a apporté un soulagement. « Vous avez tout fait correctement », m'a dit le commissaire. Je n'ai jamais vu une affaire avec des preuves aussi claires et des manœuvres aussi froides. Mais surtout, une préparation impeccable. L'affaire a suivi son cours. L'enquête est devenue une action en justice. Et les voisins ont tout suivi de loin. Quelques commentaires ont émergé. Elle a trompé tout le monde, y compris son propre fils. Personne n'imagine le venin qu'une telle femme peut cacher derrière un sourire. Tout a commencé à changer. La maison est devenue plus vivante. Nous avons commencé à dormir la fenêtre ouverte. La lumière du jour envahissait le salon. Il n'y avait plus de peur. Un dimanche, nous avons préparé un déjeuner. Ma recette de poulet fermier, du riz à la noix de coco et une salade d'herbes fraîches. Raphaël a mis la table. Il a invité son beau-père, son oncle, sa cousine. Mais Viviane, elle est restée à l'écart. Quand mes convives sont arrivés, un sourire m'a traversé. La cuisine était chaude d'affection et le salon rempli de voix. Là, le dénouement se concrétisait. Soutien, communauté et justice. Plus tard, dans le salon, j'ai entendu des conversations. S'ils essaient de la déprécier, je la qualifierais de protagoniste. J'ai vu tellement de mauvais films de ce genre. Cette maison est plus qu'une construction, c'est de la résistance. Ces mots m'ont donné la chair de poule, parce que sa victoire n'était pas seulement la mienne. C'était celle des femmes qui aimaient en silence. Des mères qui avaient tout construit seules. Des femmes âgées qui avaient été discréditées à cause de leur âge. Et il y avait un autre mouvement. Raphaël était plus proche. Nous avions fait un pacte silencieux, prendre soin de la maison ensemble. Il a planté un marronnier rose derrière le mur et m'a demandé de lui apprendre à s'en occuper. J'ai appliqué à sa vie la même patience que lorsque, enfant, il apprenait à marcher. Chaque matin, il arrosait avec soin. Chaque fleur qui poussait semblait dire « Ici, il y a encore de l'attention ». Il a appris que prendre soin est plus difficile que posséder. Un jour, il a demandé la permission de rénover la cuisine. Il a dit qu'il voulait investir un peu dans la maison. Il m'a consulté pour le bois et la nouvelle peinture. Il a cherché de meilleures marques, a dit qu'il voulait quelque chose d'accueillant, de pratique, mais sans en changer l'âme. « C'est ta maison, maman », m'a-t-il dit. « Toi seul sais la valeur de ce qu'il y a ici. » Ces mots m'ont touché d'une manière inattendue. J'ai vu dans son regard une responsabilité qu'il n'avait pas auparavant. Pendant ce temps, l'affaire suivait son cours en justice. Tout le monde suivait. Un site régional a publié un article « Une affaire de fraude familiale avec tentative d'usurpation de Bien-Aimeux, Rouen ». La protagoniste est une couturière de 60 ans qui a déjoué la machination avec une expertise médicale, des documents et du courage. Et le commentaire le plus lu était « Si tous n'ont pas le courage, elle est au moins la preuve que la dignité a un prix et qu'elle peut être gratuite. » J'ai pleuré cette nuit-là. Ce n'était pas de la fierté, c'était du soulagement, parce que cela fermait un cycle et en ouvrait un autre. Mon fils me respectait désormais pleinement. La communauté me voyait comme un exemple.
et je voyais la maison non seulement comme un souvenir du passé, mais comme une promesse d'avenir. On m'a invité à une interview dans une émission de radio locale. J'ai accepté, j'ai parlé d'une voix ferme. Cette maison, c'est mon histoire, et ma vie ne se résume pas à ce qu'on m'a enlevé. Ce qui a fait de moi la femme que je suis, c'est précisément ce qu'on a tenté de m'ôter: la dignité, la voix, le droit. La station a publié le texte en gros titre: Portrait de courage à 60 ans. Une femme défend sa maison et inspire des générations. J'ai reçu des messages de femmes demandant des conseils, disant qu'elles vivaient une situation similaire. J'ai envoyé des mots. J'ai parlé de l'importance de tout documenter, de chercher un soutien juridique, de garder la tête haute. Et peu à peu, j'ai vu que la force d'une histoire bien racontée va au-delà de la justice, elle engendre la transformation. Quelques mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Viviane, de prison. Elle demandait pardon. Disait qu'elle avait compris le mal qu'elle avait fait. Qu'au fond, elle enviait ce qu'elle désirait pour elle-même. Qu'elle avait appris, dans une cellule, que le respect ne se gagne pas avec un contrat, mais avec une attitude. Je n'ai pas répondu. Je l'ai gardée. Je voulais voir si cette lettre contenait de la honte. Et elle en contenait. Un jour, j'ai assouvi une vieille nostalgie. Je suis retournée à l'endroit où nous avions planté le lilas qui ne fleurissait qu'au printemps. Il était grisâtre, presque sec. Je l'ai taillé. Je l'ai arrosé. Je m'en suis occupée. De petits bourgeons verts ont commencé à poindre. Il va fleurir, ai-je dit, et ce retour va tout transformer. J'ai marché vers la maison. J'ai rempli mes poumons d'air pur. La nuit tombait, mais il n'y avait plus d'ombre douce. Il y avait le soulagement de quelqu'un qui a gagné en souriant. J'ai prié Henri d'un filet de voix. On a réussi, mon amour. La maison a gagné. On a gagné. Pendant longtemps, j'ai cru que vieillir, c'était disparaître peu à peu, comme si on devenait invisible. D'abord pour les autres, ensuite pour soi-même. Je croyais qu'être mère, c'était se contenter de peu, accepter le silence, ravaler ses mots. Je croyais qu'avec le temps, le monde nous poussait dans un coin et qu'il nous appartenait de ne pas déranger. Mais j'avais tort. Aujourd'hui, je sais qu'on ne naît pas pour être oublié. On ne bâtit pas une maison, un fils, une vie entière pour, à la fin, devenir un poids, ou pire, une cible. Parce que ce que Viviane m'a fait, ce n'était pas seulement une tentative d'escroquerie, c'était une tentative d'effacer mon existence, de me transformer en un numéro sur un contrat, de m'emballer comme si j'étais un vieux meuble qui gâche la décoration. Et le plus cruel de tout, elle a essayé de le faire en utilisant mon propre fils comme un outil. Elle a tenté d'utiliser la confiance que j'ai bâtie avec Raphaël comme un couteau. Et elle a failli réussir. Mais j'ai résisté. Et j'ai découvert qu'en moi, il y avait plus que de la force. Il y avait de la lucidité. Il y avait une mémoire. Il y avait une histoire. Chaque ligne de ce dépôt de plainte, chaque signature que j'ai apposée chez le notaire, chaque document que j'ai gardé pendant des années, c'était plus qu'un geste. C'était un cri silencieux qui disait « Je suis encore là ». J'existe encore, et je ne permettrai pas qu'on efface qui je suis. Beaucoup de femmes me demandent comment j'ai eu le courage. Et la vérité, c'est que je n'en ai pas eu, pas au début. Au début, j'ai tremblé, j'ai douté de moi-même. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être raison, que j'étais trop vieille, que j'avais déjà donné ce que j'avais à donner, qu'il était temps d'accepter mon sort. Mais ensuite, je me suis regardée dans le miroir, et je n'ai pas vu une femme fatiguée. J'ai vu une femme entière, blessée, oui, mais entière. C'est là que tout a changé. J'ai compris que je n'avais pas besoin de crier pour avoir une voix. Je n'avais pas besoin de me battre pour vaincre. J'avais seulement besoin d'exister avec fermeté. Et c'est ce que j'ai fait, avec des documents, avec des vérités, avec des racines plantées dans le sol d'une maison que j'ai construite pierre par pierre. J'ai appris que l'amour n'est pas aveugle. Aveugle est celui qui confond amour et soumission. J'ai appris que le respect ne s'hérite pas, il se conquiert, et que même lorsque le monde tente de vous effacer, si vous résistez, même en silence, il est obligé de vous voir. Et j'espère que chaque femme qui écoutera mon histoire le saura. Vous n'êtes pas folle, vous n'exagérez pas, vous n'êtes pas un fardeau, vous êtes une histoire entière, et personne n'a le droit de la déchirer en deux. Aujourd'hui, la maison est différente. Non pas parce que j'ai changé les meubles ou repeint les murs, mais parce que l'air y est différent. Il y a plus de légèreté,
Plus de fermeté, plus de silence, mais un silence qui réconforte, pas qui opprime. Les fleurs que j'ai plantées ont recommencé à s'ouvrir. Et chaque matin, quand je m'assieds sur la véranda avec mon café, je regarde le jardin et je pense « j'ai réussi ». Non seulement j'ai conservé ce qui était à moi, mais j'ai retrouvé une partie de moi que je ne savais même pas avoir oubliée. Raphaël continue de venir les week-ends. La relation porte encore des cicatrices. Mais elle est honnête maintenant. Il m'écoute, il me respecte. Et surtout, il me voit. L'autre jour, il est arrivé avec un simple cadre dans les mains. « Je veux accrocher ça ici, maman. » C'était le vieux dessin, fait par lui quand il était petit. La petite maison avec la fleur devant et nous trois main dans la main. Maintenant, il était encadré, sous verre, comme une œuvre d'art. C'est pour se souvenir d'où l'on vient. Et de qui a tout tenu quand le reste s'effondrait. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste serré dans mes bras. Ce fut l'étreinte la plus sincère que nous ayons partagée depuis des années. Quant à Viviane, eh bien, elle a répondu de chacun de ses crimes devant la justice. Elle a été condamnée en première instance, a fait appel et a perdu. Elle a purgé une partie de sa peine en régime de semi-liberté, a disparu de la ville et n'a plus jamais tenté de s'approcher. Mais avant de partir, elle a laissé une lettre. Elle demandait pardon, disait qu'elle s'était perdue dans sa propre ambition, disait qu'elle avait confondu l'intelligence avec la manipulation et que maintenant, elle comprenait la différence entre un foyer et un patrimoine. Je n'ai pas répondu, mais je l'ai gardé, pas par nostalgie, mais pour la mémoire, parce que pardonner, ce n'est pas oublier, c'est se souvenir sans douleur. Aujourd'hui, je vis bien. J'ai décidé de refaire la cuisine. Pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que je le méritais. J'ai changé le carrelage, acheté un nouveau réfrigérateur, repeint les placards, j'ai mis des rideaux jaunes, et chaque fois que le soleil entre, on dirait que la maison sourit. Je reçois plus de visites maintenant. Les voisines viennent, apportent un gâteau, prennent le café, on discute, on rit, on partage des histoires, et beaucoup d'entre elles ressemblent à la mienne. Des femmes qu'on a qualifiées d'excessives, de difficiles, d'ingrates, mais qui, au fond, ne voulaient que le respect. Et c'est ce que j'ai construit ici. Plus qu'une maison sûre, plus qu'un foyer aux portes solides. J'ai construit un espace où une femme peut vieillir avec dignité, où personne ne sera traité comme un fardeau, où l'histoire est écoutée, et où l'amour n'a pas besoin d'être silencieux. Et si un jour, quelqu'un essaie de me reprendre ça, il découvrira que derrière chaque fleur de ce jardin, il y a une racine plus forte que n'importe quel mensonge. Pendant longtemps, on m'a dit qu'être une femme, c'était apprendre à céder, qu'être une mère, c'était se contenter des restes, que vieillir, c'était la même chose que disparaître. Mais aujourd'hui, je comprends que chaque ride sur mon visage est une carte de tout ce à quoi j'ai survécu. Chaque cicatrice est la marque de ce que personne n'a réussi à m'enlever. On m'a traité d'excessive, de difficile, de vieille têtue. Mais j'ai appris que celui qui se tait par peur est un jour avalé par le silence. Et je ne me suis pas tue. J'ai lutté avec des documents, avec des mots, avec la fermeté de celle qui a une histoire. J'ai montré qu'une maison, ce n'est pas seulement du ciment. C'est une racine, c'est une mémoire, c'est une identité. Et si cette histoire vous a touché, d'une manière ou d'une autre, quelque part à l'intérieur, je veux vous faire une demande. Ne vous effacez pas. N'acceptez pas d'être traité comme invisible. N'acceptez pas qu'on confonde votre maturité avec de la faiblesse. Et, par-dessus tout, n'attendez pas que quelqu'un vous sauve. Sauvez-vous d'abord. Si un jour on essaie de vous prendre ce qui est à vous, que ce soit votre maison, votre nom, votre paix, souvenez-vous de moi, de Françoise. D'une femme qui, même fatiguée, a relevé la tête et a dit « Ici, non. Maintenant, je veux vous entendre. A-t-on déjà douté de vous ? Quelqu'un a-t-il déjà tenté de vous faire taire avec une fausse gentillesse ? Avez-vous déjà senti que vous deviez crier pour être entendu ? Commentez ci-dessous, personne n'effacera plus ma voix. Écrivez cette phrase avec fierté, parce que quand on écrit, on ancre, et quand on ancre, personne ne peut l'enlever. Et si vous connaissez une femme qui vit une histoire similaire, envoyez-lui cette vidéo. Montrez-lui qu'elle n'est pas seule. Parce qu'on ne gagne, vraiment, que lorsqu'on s'entraide à se relever. Partagez, commentez, prenez position. Cette histoire pourrait aussi être la vôtre.
et elle ne commence à changer que lorsque vous décidez de dire ⁇ ça suffit ⁇